Bonsoir tout le monde, M'sal khair alaykoum, Azoul Fellaoun, et bienvenue à cette nouvelle émission d'Alterna TV. Aujourd'hui, on a le grand plaisir d'accueillir Madame Razika Adnani, écrivaine, philosophe, spécialiste de l'islam, autour d'une thématique sur la présence musulmane en Occident, qu'on a intitulée ainsi Tension et harmonie. Madame Adnani est membre du Conseil d'orientation de la Fondation de l'Islam de France, membre également du Conseil scientifique du Centre civique d'études du fait religieux, le CCEFR, membre du groupe d'analyse JFC Conseil, membre d'honneur de l'association Euromed IHEDN et présidente fondatrice des Journées internationales de philosophie d'Alger. Madame Adnani a été professeure de philosophie jusqu'en 2005, date à laquelle elle quitte l'enseignement pour se consacrer à la recherche et à l'écriture. Et à partir de 2016, elle collabore avec le ministère de Justice en France, à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, la DPJJ, et puis avec le ministère de l'Intérieur dans le cadre de la formation des professionnels qui s'occupent des jeunes radicalisés. Depuis 2023, Madame Razika Adnani est membre du jury du prix littéraire de Gisèle Halimi. Et entre 2014 et 2016, je dirais même jusqu'à aujourd'hui, Madame Adnani donne des conférences régulièrement. Donc c'est jusqu'en 2016, puisque ça parlait de l'Université populaire de Caen de Michel Onfray, du philosophe Michel Onfray, sur le thème penser l'islam. Bienvenue, Madame Adnani. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Alterna TV. Je dois dire que ça fait quelques mois qu'on essaye de vous avoir, mais finalement, c'est arrivé. Donc, on est ravis de vous accueillir sur notre plateau avec mon ami Lies Djebaili. Et on va essayer de vous poser quelques questions sur la thématique présence musulmane en Occident. Donc, je voudrais d'abord que vous nous disiez comment vous appréciez, en tant que philosophe, spécialiste de l'islam aussi, la présence des personnes de culture ou de foi musulmane en général, donc en Occident, peut-être particulièrement en France où on parle de tensions donc qui semblent se poursuivre depuis plusieurs années, depuis 1989 avec l'affaire d'une école où il y avait 3 collégiennes qui portaient le voile. On va parler éventuellement des différentes lois sur la réglementation du port des signes religieux en France, ici au Québec, mais d'une façon globale, pour une première intervention, je voudrais vous entendre sur votre appréciation sur la présence, sur le vivre ensemble, sur comment vivent les personnes issues d'une culture musulmane en Europe. Est-ce que ça va bien? Est-ce que ça va moins bien qu'avant? Voilà, allez-y. Merci. Oui, merci pour votre invitation. Bonsoir à tous. Tout d'abord, concernant les musulmans de France, il y a plusieurs musulmans de France, plusieurs catégories, je veux dire. Par exemple, concernant le rapport qu'ils ont avec la laïcité, ils n'ont pas tous le même rapport avec la laïcité. Et par exemple, il y a ceux qui vivent la laïcité sans problème, étant donné que même s'ils sont musulmans, ils ne vont pas au-delà du sentiment de la foi. Ils ont la foi, ils se disent musulmans, mais ils ne vont pas au-delà. Autrement dit, ils ne donnent pas à la charia une importance dans leur vie. Ceux-là vivent tout à fait en harmonie, pour utiliser le mot que vous avez utilisé, dans la société française. Il y a d'autres qu'on appelle musulmans, mais en réalité, ils ne sont plus musulmans. Ils ont quitté l'islam. Cela aussi ne pose aucun problème à la laïcité. Ils ne vivent pas la laïcité ou les lois françaises comme une difficulté. Bien au contraire, ils se sentent parfaitement bien dans la société française. Ensuite, il y a ceux qui sont croyants et qui veulent et qui pensent que la charia est importante dans leur vie, qu'elle doit organiser leur vie sociale, mais ils ne vont pas au point de vouloir l'imposer aux autres. Donc là aussi, on a une catégorie qu'on peut dire qu'elle arrive à vivre d'une manière assez harmonieuse.
Ensuite, on a deux autres catégories, celle qui est croyante, qui pense que la charia est une partie importante et indissociable de l'islam, mais elle veut la vivre dans l'espace extérieur et même l'imposer aux autres. Elle pense que les autres doivent l'accepter. Là, on commence à avoir la troisième catégorie, ou la quatrième même, qui pose problème. Et la dernière catégorie, c'est celle qui est dans un combat politique pour imposer sa conception de la religion, sa conception de la société, donc imposer l'islam dans l'espace extérieur. Et il faut savoir que la religion musulmane, d'une manière générale, se vit dans l'espace extérieur, comme elle se vit dans l'espace intérieur, c'est-à-dire l'espace privé, l'espace public. Dans la religion musulmane et dans les sociétés musulmanes, il n'y a pas beaucoup de limites. On ne voit pas la limite entre les deux espaces. Il suffit d'aller dans un pays musulman pour réaliser que la religion existe partout dans l'espace extérieur. Évidemment, les musulmans qui veulent que l'islam aussi occupe l'espace extérieur, ceux-là ont des difficultés à vivre en Occident et on passe de l'harmonie donc aux tensions. Merci beaucoup. Lias? Encore merci Madame Adnani d'avoir accepté notre invitation sur Alternative. Merci à vous. Ma première question, notamment sur l'immigration en France, une question sur l'immigration en France, bien sûr, et notamment des populations qui arrivent de certains pays musulmans où règnent des régimes non démocratiques, passer d'un environnement tout interdit à une société très permissive, comme celle qui est en France, c'est un changement de vie à 180 degrés. Est-ce que ce changement crée-t-il vraiment un bouleversement ou pas? Tout d'abord, le terme, en parlant des sociétés occidentales comme des sociétés permissives, me semble pas très adéquat. Ce ne sont pas des sociétés permissives, mais des sociétés qui ont des lois et qui respectent les libertés individuelles. L'idée que tout est permis en Occident et qui est une idée fausse, et c'est cette idée-là qui est fausse, qui fait que beaucoup, quand ils viennent en Occident, ils pensent qu'ils ont après le droit de faire ce qu'ils veulent. En Occident, on ne fait pas ce qu'on veut. En Occident, il y a des lois et il faut respecter les lois. Ce sont des lois qui respectent les libertés individuelles, mais quand même, ce sont des lois qui nous permettent de vivre cette liberté à un certain degré, un certain niveau, jusqu'à certaines limites, celle de ne pas piétiner sur la liberté de l'autre. Donc, ce ne sont pas des sociétés où on peut faire ce qu'on veut. C'est le premier point. Le deuxième point, le fait de dire que c'est à cause un petit peu la société occidentale que ces gens-là se comportent de cette manière-là, eh bien, je pense que ce n'est pas aussi une bonne manière d'approcher le sujet parce que on a l'impression que c'est l'Occident qui est le responsable du comportement de ces gens-là. Non, je ne dirais pas comme ça. Ce n'est pas l'Occident qui est le responsable, mais je pense qu'ils viennent déjà en Occident avec une culture où le respect de la loi n'est pas très, très présent. Et évidemment, quand ils arrivent en Occident déjà avec une idée fausse, on voit certains comportements qui sont très décevants, en effet. Si je me suis permis, Madame Adnani, quand je parle d'une société permissive, c'est vrai, des sociétés démocratiques sont régies par des lois permissives quasiment, c'est-à-dire il n'y a pas d'interdit, c'est ça ce que je voulais dire. C'est-à-dire il y a beaucoup d'interdits. Vous ne pouvez pas accéder chez votre voisin en Occident quand vous voulez. Il y a une loi qui vous interdit de le faire. Il y a des lois, des règles de l'État, mais aussi des règles morales qui nous empêchent de le faire. On ne peut pas se permettre beaucoup de choses. Taper sur une personne dans la rue comme ça gratuitement. Donc, on ne peut pas faire ce qu'on veut en Occident. Il y a des lois et c'est ces lois-là le respect de ces lois-là nous permettent de vivre tous ensemble en harmonie. Et c'est ça d'ailleurs qui fait la valeur de l'Occident, c'est le respect de la loi.
C'est l'importance qu'on donne à la loi, que les gens donnent à la loi et le respect de la loi. Merci. Je vous en prie. Je vous entends pas. On vous entend pas, le son. Désolé, j'avais désactivé mon micro. Donc, toujours sur la lancée de l'IS, on parle évidemment dans notre émission de la présence musulmane en Occident, mais on dirait que c'est différent d'un pays à un autre. Vous vivez en France, mais si vous allez dans des pays connus pour leur multiculturalisme, je suis allé l'année dernière visiter le Royaume-Uni, j'avais pas l'impression que c'était un pays envahi par les islamistes, par des cultures arriérées, mais j'ai vu des scènes où il y a beaucoup de femmes qui portent le voile dans certains quartiers, et tout cela, donc là, il m'a semblé que la population vivait en harmonie. Contrairement à ce qui se passe, par exemple, en France, où un certain nombre de lois ont été adoptées depuis 1989, je le disais en introduction, c'est à partir de 1989, avec l'affaire des 3 collégiennes, que ce débat-là a été mis sur la place publique. Plusieurs lois encadrant le port des signes religieux, par exemple, qui visant le voile ou le foulard islamiste. Et malgré cela, on est encore dans des discussions, les mêmes discussions sur les ports des signes religieux, sur l'islam, sur l'islamisme. Est-ce que c'est pas le modèle de la laïcité, comme le suggèrent plusieurs, Madame Adnani, le modèle de la laïcité en France, qui est le problème? En d'autres termes, pourquoi il est quand on va aux États-Unis, par exemple, quand on voit une personne qui porte un foulard dans les services frontaliers ou une agent des services de sécurité avec un foulard sur la tête, ça choque moins qu'en France. C'est ça ma question. Concernant les lois qui ont été promulguées en France, il y a eu 2 lois. La loi de 2010 qui interdit la dissimulation du visage dans l'espace public. Et il y en a eu en 2004, non? La première loi, c'est en 2004. Oui, et en 2004, oui. Ouais. En 2004, c'est la loi qui interdit le port des signes religieux ostentatoires. Oui, donc qui ont une apparence qu'on voit d'une manière très ostensible à l'école. Et là, c'était une loi qui a été promulguée pour interdire le voile à l'école. Et la deuxième, c'est celle de 2010 qui interdit la dissimulation du visage dans l'espace public. Il faut savoir que la France n'est pas le seul pays à avoir interdit la dissimulation du visage à l'école, par exemple, ou dans l'espace public. Étant donné, comme nous le dit le philosophe Michel Serres, la visibilité du visage est un fondement dans la construction de la société. Donc, c'est très important quand on parle à une personne, quand on va quelque part, de montrer son visage. Et donc, par exemple, l'Égypte a interdit le voile intégral et la burqa en 2023 à l'école pour les enseignantes et pour les élèves dans les écoles privées et dans les écoles publiques. L'Algérie, aussi, c'était un arrêté du ministère de l'Éducation qui a interdit également le port du voile intégral et du niqab à l'école pour les enseignantes et pour les élèves. Pour montrer que la France n'est pas le seul pays à promulguer des lois pour interdire certains comportements vestimentaires. La loi de 2004 et celle de 2010 ne sont pas respectées en France par toutes les femmes, et c'est pour cela qu'il y a encore des tensions
à Mhm. ce sujet-là. C'est ce que je disais tout à l'heure. Dans un pays, quand on vit dans un pays, la première chose qu'il faut faire si on veut qu'il y ait moins de tensions, moins de problèmes, si on veut s'intégrer, c'est de respecter la loi du pays. Mhm. Donc, je ne compare pas la France au Royaume-Uni ni aux États-Unis. Je parle de la France. Elle a des lois, il faut les respecter. Quand on vit en France, il faut les respecter. Et là, si on respecte les lois, eh bien, il y aura au moins deux problèmes. Certes, Mhm. les filles et les femmes ne respectent pas toute cette loi. Et cette année, comme vous l'avez su, il y a eu pas mal de problèmes en France au sujet de certains élèves qui voulait imposer le port du voile à l'école malgré la loi de 2004. Mhm. Et dans l'espace extérieur, c'est pareil. Il y a des femmes aussi qui continuent de porter le voile intégral dans l'espace extérieur. Donc, question de, est-ce que ça se passe mieux ailleurs? Je ne pense pas que ça se passe mieux ailleurs. Mhm. Pourquoi? Parce que dans tous les pays du monde, dans toutes les sociétés du monde, l'augmentation du port du voile se mesure par l'augmentation de l'islamisme et du conservatisme islamiste dans la société. Autrement dit, plus il y a des islamistes ou de l'islamisme, plus les femmes portent le voile. Et vice-versa, plus il y a des femmes qui portent le voile, plus cela est un indice que dans la société, il y a une tendance islamiste ou conservatrice dans l'application de la religion. Mhm. Euh, donc, les pays que vous avez cités, comme le Royaume-Uni, il a une vision de la société qui n'est pas la vision de la France. Mhm. Et l'Angleterre ou le Royaume-Uni, d'une manière générale, est un pays qui accepte le communautarisme. Il n'est pas un pays laïque. On est en France où Mhm. la laïcité impose certaines règles qui font que certains musulmans ne les acceptent pas, ce qui crée des tensions. Mhm. Mhm. Mais que faire, par exemple, d'une jeune fille, Madame Adelani? Moi, j'en vois ici au Québec des jeunes qui n'ont rien d'islamiste. Moi, je suis enseignant dans un cégep. Mes étudiants et étudiantes ont l'âge entre 17 et 20 ans. Certaines, elles portent le foulard. Mais quand tu les regardes, elles peuvent avoir des copains. Je veux dire, elles ont eu une vie tout à fait ordinaire. Moi, jamais je ne dirais que je pourrais dire qu'elles sont sous l'influence d'islamistes parce que elles mènent une vie tout à fait ordinaire, comme comme d'autres de leurs camarades. Donc ma question, pourquoi quelqu'un qui vous dit, moi je porte le voile parce que j'y crois, parce que c'est aussi ma façon de m'identifier à une certaine culture, mais sur tous les comportements, autres comportements, elle est complètement intégrée, elle a des amis de toute origine. Euh, donc pourquoi vouloir interdire donc à une jeune femme comme ça de porter le voile alors qu'elle estime qu'elle doit le porter? Tout d'abord, il faut savoir que le voile est le signe le discriminatoire à l'égard de la femme le plus visible. Mhm. Le voile est imposé aux femmes et non aux hommes. Donc, c'est le premier pas qui fait que le port du voile pose problème dans nos sociétés actuelles, Mhm. car il donne une visibilité aux discriminations à l'égard des femmes dans l'espace extérieur. En France, par exemple, où la République française est fondée sur le principe d'égalité, évidemment, le port du voile dans l'espace extérieur qui rappelle cette discrimination pose problème. Mhm. Maintenant, vous parlez de l'islamisme, vous dites cette fille ou ces filles n'ont rien d'islamiste. Il faut définir c'est quoi l'islamisme. Oui, tout à fait. Donc, c'est quoi l'islamisme? Nous savons très bien que ce terme est une fabrication occidentale. Il a été créé en France au XVIIIe siècle et c'est Voltaire qui l'avait utilisé dans le sens de l'islam
il voulait tout simplement désigner avec ce terme la religion musulmane. Donc, c'était l'équivalent du terme islam, c'est l'équivalent du terme islam dans la langue arabe. Et c'est à partir, vers le début du XXe siècle, le terme islamisme a été abandonné au profit du terme islam. Car en Occident, en France en particulier, certainement les intellectuels, les journalistes ont pensé que c'était plus correct d'utiliser le terme islam. À partir des années, la fin des années 1970, même début des années 1980, le terme islam a été réutilisé à nouveau, islamisme, pardon, a été utilisé à nouveau, mais cette fois-ci pour lui donner un autre sens, le sens de l'islam politique. Mais qu'est-ce que l'islam politique? Parce qu'en France notamment, mais en Occident d'une manière générale, on nous répète que l'islamisme n'a rien à voir avec l'islam. Mais l'islamisme, c'est l'islam politique qui n'a rien à voir avec l'islam. Or, si on regarde l'histoire de l'islam, eh bien, on constate que l'islam est politique à partir de 622. Autrement dit, lorsque le prophète est parti vivre à Médine. Et à Médine, il a construit la première société musulmane. Et lui-même était toujours prophète, mais il est devenu, en plus d'être prophète, un homme d'État. Et les versets coraniques eux-mêmes ont pris une dimension juridique et donc politique. Car toute organisation juridique est une organisation politique. Donc, si l'islamisme est un islam politique, eh bien, l'islam est politique à partir de 622. Qu'est-ce qui rend l'islam politique? C'est sa dimension qu'on appelle la charia, comme système juridique. Et les musulmans, d'une manière générale, ne conçoivent pas l'islam sans sa dimension juridique. Il faut savoir que après la mort du prophète, entre le 8e et le 10e siècle, une des questions les plus importantes de la pensée musulmane était la nature de l'islam. L'islam est-il une religion seulement, une spiritualité seulement, ou une spiritualité et une organisation sociale? En tout cas, c'est ce que moi, j'ai déduit de mon travail de recherche dans le domaine de l'islam. Et vers le 11e siècle, les musulmans avaient déjà tranché donc le 11e siècle en faveur d'un islam indissociable de sa dimension juridique. Donc, pour les musulmans, l'islam ne peut se réaliser sans sa dimension juridique. Les filles qui portent le voile est considéré comme une règle juridique. Donc, elles sont déjà dans une pratique juridique de l'islam ou dans la pratique de cette dimension qui fait partie de l'organisation sociale, donc qui fait partie de la dimension politique de l'islam. Le troisième point, quand on parle de l'islamisme, même les musulmans qui pratiquent la charia, ils ne la pratiquent pas tous de la même manière. Donc, il y a celui qui veut la pratiquer d'une certaine manière, d'autres encore d'une manière plus radicale, et on peut aller jusqu'à aux gens qu'on peut appeler des extrémistes les plus radicaux et qui existent. Donc, ce n'est pas parce qu'une personne a un copain ou qu'elle sort ou qu'elle vit sa vie normalement, c'est ça. qu'elle n'est pas islamiste. Je veux dire qu'elle ne croit pas que l'islam est constitué d'une dimension juridique et d'une dimension spirituelle et que les deux ne sont pas dissociables. Donc, l'islam qui n'est pas un islamisme, c'est l'islam qui s'est dissocié, qui se dissocie de sa dimension juridique. Aujourd'hui, si on regarde les pays musulmans, ils pratiquent tous la charia, notamment lorsqu'il s'agit de la femme et des règles qui concernent les relations hommes-femmes, je veux dire le code de la famille. Donc, tous
les pays musulmans, à part les pays qui ont séparé la religion de la politique, comme Atatürk, comme En la Turquie. Turquie, c'est Atatürk qui a donc déclaré la Turquie comme un pays laïque. Il y a aujourd'hui aussi Azerbaïdjan, qui est un pays laïque, qui déclare dans sa constitution qu'il est un pays laïque. Nous avons aussi l'Albanie, qui a à peu près 60% de sa De musulmans. population, mais elle déclare dans sa constitution qu'elle est un pays neutre, neutre par rapport à la religion. Donc, quand on voit les pays musulmans, ils pratiquent tous la charia, donc ils n'ont pas séparé l'islam de sa dimension politique, donc ils pratiquent un islam politique. Merci. Elias? Très bonne. Justement, je vais rebondir sur ce que vient de dire Madame Adnani par rapport à l'islam et l'islamisme. Nous savons que l'islam est une des trois religions monothéistes et elle repose sur la révélation divine, apparue au 7e siècle. Et l'islamisme est une doctrine qui prône la religion comme à des fins vocation islam politique ou pour faire une idéologie politique. Si nous prenons un islamologue et politologue très connu, François Burgat, qui était retraité maintenant, qui était ex-directeur de recherche président du centre arabe de recherche et d'études politiques, sachant que cette institution, certes, elle est financée par Doha Institute et Qatar Charity, mais il n'est pas d'accord avec vous, Madame Adnani. Au fait, lui, il pense que l'islamisme n'a rien à voir avec l'islam. Pour une raison très simple, c'est que vous venez de dire que l'islamisme est apparu au 19e siècle. Donc, ce qu'il veut, peut-être, et il est du courant frériste ou pas, mais sa vision, elle est logique, parce qu'il veut exempter la religion et de ne pas porter, enfin, il veut exempter l'islam de toute responsabilité et de mettre à l'abri de tous les problèmes qui se passent actuellement, dont est responsable l'islamisme. Alors que vous, Madame Adnani, vous pensez non seulement, certes, je suis d'accord avec vous, la majorité sont d'accord avec vous que l'islamisme pose des problèmes, mais aussi vous portez la responsabilité à l'islam, qui, cette religion aussi, elle est responsable des problèmes dans les sociétés occidentales ou dans le monde entier. Alors, pour répondre à votre question, il faut définir c'est quoi l'islam. Moi, j'ai dit c'est une religion, à mes maigres connaissances, assez polyvalent, je dis que l'islam est une des trois religions monothéistes apparues au 7e siècle, la dernière, et qui repose sur une révélation divine. Oui, mais ce n'est pas suffisant pour définir l'islam. L'islam est la troisième religion monothéiste, certes. On connaît ses principes fondamentaux, certes. Mais l'islam est constitué de deux parties importantes. La première partie est fondamentale, c'est le Coran. Donc, c'est ce que j'appelle, moi, l'islam révélé. Le Coran porte en lui-même un islam. C'est l'islam révélé. Mais les musulmans ne pratiquent pas directement le Coran et l'islam dont on parle n'est pas constitué que du Coran. Étant donné que le Coran, l'islam qu'il porte, n'existe pas dans sa pureté en dehors du Coran. Dès qu'on le sort du Coran et qu'il se transforme en commentaire, en système juridique, en théologie, il porte en lui une part humaine, car c'est l'être humain qui l'explique, qui l'interprète, c'est l'être humain qui a mis en place les règles, le droit en islam, qu'on appelle aujourd'hui la charia, c'est l'être humain qui a mis en place les fondements du droit, et c'est l'être humain qui a entouré l'islam avec des théories théologiques. C'est tout ce travail-là qui constitue la deuxième partie de l'islam. Donc l'islam est constitué de deux parties. Une partie fondamentale, elle est constituée du Coran, et une deuxième partie, c'est celle qui revient à l'être humain. Elle dépend du travail que l'être humain a fait. D'ailleurs, c'est pour cela qu'en islam, nous avons un Coran et nous avons plusieurs islams.
Nous avons un Coran, un Dieu, un prophète, mais plusieurs islams. Un islam sunnite, un islam chiite, un islam soufi. Et chaque islam, c'est il s'est lui aussi divisé en plusieurs branches. Pour dire qu'en islam, il y a un seul Dieu, un seul prophète, un seul Coran, mais plusieurs islams. Et le fait qu'il y ait plusieurs islams montre que l'être humain a participé à la construction de l'islam. Donc, cet islam-là, la façon avec laquelle ils l'ont construit, je viens de dire tout à l'heure, entre le 8e et le 12e siècle, ils ont posé la question, qu'est-ce que l'islam? Est-il une spiritualité seulement ou une spiritualité et une organisation sociale? Et ils ont décidé qu'il était une spiritualité et une organisation sociale. Donc, les musulmans ont tranché pour un islam indissociable de sa dimension politique. Dans le Coran lui-même, il y a des versets qui ont une dimension juridique. Donc, dire qu'il n'y a qu'en islam, il n'y a pas du tout d'islamisme dans le sens qu'on lui donne aujourd'hui, ça veut dire une politique ou une dimension politique, ne s'accorde pas ni avec le Coran, ni avec l'histoire de l'islam, ni avec la réalité des pays musulmans aujourd'hui et dans le passé. Car François Burga, lui, il considère que l'islamisme est né avec la colonisation. Vous vous dites l'islamisme est né en Occident, mais c'est le terme qui est né en Occident et non pas l'islam politique en lui-même. Si le terme veut dire islam politique, eh bien l'islam politique n'est pas né en Occident, au XXe siècle en Occident. Il est né au 7e siècle, lorsque le prophète est parti vivre à Médine. Mais c'est le terme qui est né en Occident, ce n'est pas l'islamisme lui-même ou l'islam politique. Je reviens juste à Burga, parce que lui, il considère que l'islam est né avec la colonisation donc au 19e siècle, et il a cet objectif de considérer que l'islam n'a aucune responsabilité dans les problèmes qui se posent aujourd'hui dans le monde musulman. Si on ne reconnaît pas la responsabilité de l'islam dans les problèmes qui se posent, ce n'est pas la vérité, ce n'est pas la réalité. Deux, cela veut dire que les musulmans ne porteront jamais de regard critique sur leur religion, alors que l'islam ne peut pas évoluer, ne peut pas changer, ne peut pas s'adapter à l'époque actuelle si on ne porte pas sur lui un regard critique. Autre élément sur lequel se trompe François Burga, c'est quand on regarde l'histoire politique des musulmans. Elle a commencé très très tôt, après la mort du prophète, si j'exclus la période prophétique. Nous savons que 3 sur les 4 premiers califes ont été tués pour des raisons politico-religieuses. Et juste après, il y a eu les Kharijites. Et nous savons très bien que les Kharijites de l'époque, ce sont les islamistes d'aujourd'hui. À l'époque, on n'utilisait pas ce terme parce qu'on ne le connaissait pas. Mais ils avaient les mêmes techniques, la même idéologie, imposer l'islam dans sa version la plus pure et l'imposer même par la force. Donc dire que l'islamisme est né au XXe siècle ou au XIXe siècle, c'est nier l'histoire des sociétés musulmanes, l'histoire de la théologie musulmane et le Coran lui-même et ce qu'il est, ce Coran avec son histoire, les deux périodes, c'est-à-dire la période de la Mecque où tous les versets étaient d'ordre uniquement spirituel et la période de Médine où certains versets ont pris une dimension juridique pour organiser la société de l'époque. Donc Burga se trompe totalement, mais sa position, elle est dictée par ses
ses orientations politiques, je veux dire. Alors qu'on est dans un travail normalement scientifique, seuls les éléments historiques, les éléments théologiques doivent nous orienter vers, enfin, doivent nous Qu'est-ce que permettre. vous entendez, Madame Adnani, par ces orientations politiques? Qu'est-ce que vous entendez par là? C'est parce que son institution était financée par le Qatar? Est-ce que c'est et que cette institution, quand même, elle est très présente dans les réseaux fréristes dans le monde? C'est quoi ces orientations politiques? Tous ceux qui disent en France que l'islam n'a rien à voir, qui disent d'abord que l'islamisme, c'est l'islam politique, mais il n'a rien à voir avec l'islam, est une tendance politique. C'est une position qui est orientée ou dictée par des positions politiques. Et la première position, c'est celle d'épargner les musulmans ou la sensibilité des musulmans, considérant que les musulmans ne sont pas capables d'accepter que dans l'islam, il y a des problèmes qu'il faut les régler. Donc, on va leur parler un discours qui leur fait plaisir, même s'il n'est pas, comment dirais-je, en adéquation avec la réalité. Merci. Oui, Madame Adnani, sur la société française, est-ce que une partie des tensions, puisqu'on parle des tensions aussi, des tensions et harmonies sur la présence musulmane en Occident, est-ce qu'au moins une partie n'est pas due à l'existence d'un racisme, des discriminations, et que le discours qu'on avait, par exemple, dans les années 80, notamment avec la marche des beurs, donc la marche pour l'égalité, il a juste changé de nom. On parle plus maintenant de racisme anti-maghrébin, mais c'est le même racisme. Il vise les populations maghrébines et étrangères d'une façon générale, venues d'Afrique notamment, mais on les désigne comme étant une lutte contre l'islamisme, une invasion, les théories de grand remplacement, etc. Est-ce qu'au moins une partie des tensions en matière de vivre ensemble que vit la société française sur la présence des citoyens et citoyennes de culture ou de foi même musulmane n'est pas due aussi à la place qu'a l'extrême droite qui caracole donc dans les intentions de vote, par exemple pour les élections européennes de juin prochain. Donc, Bardella est à 32-33% des intentions de vote. Est-ce que c'est pas aussi ça le problème de la société française? Moi, je travaille dans le domaine de l'islam. Ouais. Et mon objectif, c'est de comprendre où se situent les problèmes, étant donné que l'islam n'est pas seulement une religion, c'est aussi, il englobe toute la société. Donc, je constate tout simplement, comme tout le monde d'ailleurs, que les sociétés musulmanes ne peuvent pas changer s'il n'y a aucun changement au sein de l'islam. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de questionner l'islam, de questionner l'histoire de l'islam, l'histoire des sociétés musulmanes, et de chercher où se situent les problèmes pour qu'on puisse trouver des solutions pour sortir de ces problèmes. Et je pense, quand on est dans cette démarche, ce qui m'intéresse, moi, c'est où se situent les problèmes des musulmans et comment. Je veux dire que la victimisation ne m'intéresse pas beaucoup, dans le sens où je n'aime pas rentrer dans la victimisation. Ce que pensent les autres, comment ils nous reçoivent, ont-ils une responsabilité dans ce que nous sommes? Je pense qu'il faut tout d'abord penser quelle est notre responsabilité nous-mêmes dans ce que nous sommes, au lieu de penser à quelle est la responsabilité de l'autre dans ce que nous sommes. Donc la première question qu'il faut poser, quelle est notre responsabilité à nous dans ce que nous sommes? Et c'est la meilleure des questions qu'il faut poser. Au lieu de rentrer dans le cercle ou le vice
de la victimisation. Donc, ce qui m'intéresse, moi, je répète, c'est de comprendre où se situent les problèmes des musulmans pour pouvoir trouver des solutions. La réalité des musulmans dans les pays musulmans, elle n'est pas extraordinaire pour dire que les problèmes ne se posent qu'en Occident. Si dans les pays musulmans, les choses se passaient d'une manière extraordinaire et que le problème ne se posait qu'en Occident, peut-être je suivrai ce chemin ou cette question que vous avez posée maintenant. Ok, mais pour aller dans ce que vous dites, Madame Adnani, est-ce que un citoyen français, est-ce que de confession musulmane peut vivre sa vie normalement sans être pointé du doigt, tout en pratiquant sa foi, sa religion? Est-ce qu'il peut vivre sans être pointé du doigt par des gens, par des commentateurs, par des personnes qui font de la politique, ou est-ce que c'est de plus en plus difficile pour des personnes qui pratiquent leur religion et qu'on pourrait voir entrer dans une mosquée, par exemple, sans aller jusqu'au port du... Je ne parle même pas du port du voile ou des signes instantatoires. On a l'impression que il y a un problème de la société française. C'est pour ça que je posais la question. Tout d'abord, le voile n'est pas... Parlons de la dissimulation de la chevelure de la femme. Il n'y a aucun verset coranique qui dit que la femme doit couvrir sa chevelure. C'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que le voile a été... enfin, l'histoire du voile remonte à la civilisation assyrienne, qu'on situe entre 2400 et 1200 ans avant Jésus-Christ. Ensuite, le voile, comme d'ailleurs, il a été instauré et il a été imposé comme un signe de discrimination sociale. Donc, il n'avait rien de religieux au départ. Et c'était pour distinguer les femmes mariées et libres des femmes prostituées et esclaves qui n'avaient pas le droit de le porter. Ensuite, elle a été récupérée par les pères de l'Église, comme Saint Paul. Et c'est lui qui a imposé la dissimulation de la chevelure de la femme comme signe de son infériorité. Elle a été ensuite récupérée par l'islam. Et dans le verset coranique 59 de la Sourate 33, le port d'une robe jalabib, donc qui vient du terme c'est le pluriel de djellaba. Et là aussi, le Coran explique que c'est pour distinguer les femmes musulmanes des autres femmes. Donc, on est dans une pratique qui distingue certaines femmes des autres femmes. Cependant, je répète que la dissimulation de la chevelure n'est évoquée dans aucun verset coranique. Or, toutes les femmes qui portent le voile couvrent leur chevelure comme si le foulard ou la dissimulation de la chevelure de la femme était la pièce principale du voile. De sorte qu'une femme qui ne dissimule pas sa chevelure n'est pas considérée comme étant voilée. En France, je pense que les gens ou les musulmans qui vivent leur religion, tout en respectant l'espace public, l'espace privé, tout en, je veux dire qu'ils ne cherchent pas à l'imposer aux autres, je pense qu'ils vivent leur religion sans aucun problème. Donc, il y a beaucoup de musulmans en France qui vivent leur religion sans aucun problème, aucune tension. Donc, tout simplement, quand on vit avec les autres, il faut respecter certaines règles. Et ces règles, quand on les respecte, eh bien, on peut vivre ensemble d'une manière harmonieuse. Merci. Lies? Vous savez très bien, Madame Adnani, moi je vis en France et je confirme que la majorité des musulmans respectent les lois de la République. Et je ne suis pas porte-parole de ces musulmans, mais la majorité des musulmans
respectent les lois de la République française. Donc, c'est la primauté de la loi républicaine sur la loi de charia, voilà. Mais en tout cas, ces musulmans respectent les lois républicaines. Vous savez très bien aussi, Madame Adnani, que le climat en France s'est largement dégradé pour les musulmans qui sont pointés du doigt. Il y a une étude de sociologie qui rapporte que pas mal d'étudiants et pas mal de hauts cadres français de confession musulmane quittent l'Hexagone pour aller à Londres, à Montréal, vers d'autres pays, sous des cieux beaucoup plus cléments. C'est parce qu'il y a une islamophobie, il faut le dire, galopante. Je connais la France, si je me permets de le dire, je ne sais pas pourquoi je dis, mais je le dis. La France, il y a certaines régions en France profonde où il n'y a pas de présence d'un musulman, mais quand vous rentrez dans un bistrot, vous tentez un peu d'écouter la discussion entre deux personnes du rural qui n'ont rien à voir, qui n'ont jamais mis les pieds à Paris, ils peuvent parler. Ah, l'islam pose problème. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a certains médias qui véhiculent et qui ternissent l'image des musulmans. On prend deux chaînes, il faut le dire, deux chaînes, moi je ne vais pas les évoquer ici, qui ne cessent de faire passer des musulmans pour des extrémistes religieux ou des fauteurs de troubles. Des fois, c'est ahurissant. Moi, je me demande, elle est où l'éthique de ces journalistes? Donc, vous savez très bien que l'islam pose problème. C'est-à-dire, certains médias, ils veulent passer le message que l'islam pose problème en France. Des fois, ils nous sortent que la France, elle est sous le bloc judéo-chrétien. Quand on voit l'extrême droite sous Vichy qui était antisémite, il faut le dire, et maintenant, pour taper, si je me permets cette expression un peu familière, pour taper sur les musulmans, je veux dire, il faut, voilà, ceci, cela. Donc, on voit tout ce manège-là, c'est contre les musulmans. C'est une islamophobie. Moi, je le vois. Voilà, voilà, j'occupe une fonction. Enfin, peut-être il n'y a pas beaucoup de racisme, certes, mais en dehors, c'est affligeant, c'est ahurissant que les musulmans sont pointés du doigt, surtout ces derniers temps, comme vient de dire Rabh, les élections européennes du 9 juin, la moitié du programme quasiment de Jordan Bardella et Marine Le Pen, c'est le problème de l'immigration et l'islam. Est-ce que vous reconnaissez qu'il y a une islamophobie galopante, inquiétante, qui gangrène la société française, sachant que la communauté musulmane, c'est la deuxième communauté la plus importante et qui pèse aussi bien sur tous les plans. Qu'est-ce que ça veut dire l'islamophobie, tout d'abord? C'est un racisme systémique contre l'islamophobie est un terme qui est constitué de deux termes. Le premier, c'est islam, le deuxième, c'est phobie. La phobie signifie une peur maladive, une peur excessive qui n'a aucune raison d'être, sauf l'état psychologique de la personne. Et à partir de là, on considère qu'une personne qui est islamophobe est une personne qui a peur de l'islam sans aucune raison et seulement son état psychologique qui est la raison. Donc la peur maladive de l'islam. Moi personnellement, je sais qu'il y a beaucoup de musulmans qui ont peur que l'islam soit pratiqué dans sa version radicale, comme c'est le cas en Afghanistan ou chez les mollahs en Iran. Donc, cette peur de certaines lois de la charia qui imposent des règles discriminatoires concerne aussi les musulmans. Les musulmans peuvent eux aussi ressentir de la peur dans ce cas-là. Il faut poser la question aux musulmans qui habitent dans les pays musulmans pour vous dire qu'il y a de la peur aussi enfin, ils ont peur que certaines lois très radicales au nom de l'islam soient appliquées. Je répète, dans les pays musulmans, les lois discriminatoires à l'égard des femmes sont toujours en vigueur. Et maintenant, question de l'islamophobie.
le terme lui-même a été créé en Occident. Et la première fois où il a été utilisé, c'était en 1910, dans une thèse de doctorat. Elle a été créée comme l'islamisme par les Français. Et le premier à l'avoir utilisé, selon certaines sources, que je n'ai pas vérifiées, mais selon certaines sources, c'est Khomeini. Après avoir arrivé au pouvoir en 1979, il imposait le voile intégral aux Iraniennes, et les Iraniennes qui ne voulaient pas le porter, il les a désignées d'islamophobes. Donc le fait qu'elle s'oppose à une loi discriminatoire, à une loi qui les assigne à un statut inférieur, il les accuse d'être islamophobes. Je continue, toujours. L'islamophobie, les premiers, ou ceux qui l'ont utilisé d'une manière très dure, c'était les frères musulmans dans le monde musulman, contre tous les progressistes du monde musulman. C'est-à-dire, c'est au nom de l'islamophobie que plusieurs ont été tués, y compris en Algérie. Même si, et je vous donne le nom de Al-Qaradawi, même si Al-Qaradawi, parfois il utilisait le terme islamophobia, parfois al-khawf min al-islam, il préférait ce terme-là, cette expression en arabe. Mais c'est avec ça que plusieurs ont perdu leur vie dans les pays musulmans. On les a accusés d'être islamophobes. Donc, finalement, c'est quoi l'islamophobie? Finalement, l'islamophobie, si on critique l'islam ou on n'est pas d'accord avec une certaine façon de le comprendre ou de le pratiquer, on nous accuse donc d'islamophobes. Je vous parle dans le monde musulman, parce que si on ne fait pas ce regard dans le monde musulman, on oublie. On pense qu'il n'y a qu'en France qu'on accuse les gens d'islamophobes. Non, on les a aussi accusés dans le monde musulman. Maintenant, je reviens toujours au terme islamophobie. Moi, je le situe dans une longue liste de concepts que les musulmans ont mis en place pour empêcher la réflexion et la pensée de s'exprimer dans le monde, quand il s'agit de l'islam. Je vais vous donner certains exemples. Toute innovation est un égarement. Donc, si vous êtes dans l'innovation, si vous créez de nouvelles idées, vous êtes dans l'égarement. Et l'égarement peut vous coûter votre vie. On est au 9e, 10e siècle, ce concept a été mis en place. Il y a aussi le concept ou l'expression « la religion est une question de cœur et non de raison ». Donc, si vous réfléchissez, si vous raisonnez, si vous dites il y a une contradiction, par exemple, entre le fait de dire qu'il n'y a que Dieu qui détient la vérité absolue, et ensuite vous dites que les savants détiennent la vérité absolue, il y a une contradiction. S'il n'y a que Dieu qui détient la vérité absolue, les savants, les ulama, les salafs ne peuvent pas détenir la vérité absolue. Sinon, ça devient du shirk. Eh bien, on va vous tuer ou on va vous déclarer comme quelqu'un de mauvais, car pour eux, la religion est une question de cœur et non de raison. Je vais vous ajouter un troisième. Bila kaif, sans demander comment. C'est un concept qui a été mis en place par les Ash'arites vers le XIe siècle. Et la zandaqa, combien de penseurs libres en islam ont perdu leur vie à cause de l'accusation de la zandaqa. Donc l'islamophobie s'ajoute à toute cette liste. S'il n'y avait pas toute cette liste, j'aurais peut-être, et encore, mais n'oublions pas l'histoire de l'islam et des sociétés musulmanes. On ne peut pas comprendre les problèmes de l'islam en France ou en Occident si on efface toute cette histoire et comme s'il n'y avait rien avant, ni dans le monde musulman. Donc moi, je ne peux pas penser comme ça. J'essaye de voir d'abord l'histoire, la réalité des sociétés musulmanes et l'histoire de la pensée musulmane. Maintenant, je reviens toujours à l'islamophobie. L'islamophobie, donc c'est la peur de l'islam.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'islam, on n'a pas le droit de le critiquer dans ce cas. Il doit être à l'abri de toute critique. Or, l'islam, ce n'est pas juste une religion, c'est juste aussi une organisation sociale, une organisation politique, des règles qui administrent la famille, des femmes qui sont discriminées, de la liberté de conscience qui n'est pas respectée, et je peux encore citer d'autres, et la liste peut être longue. Si on n'a pas le droit de critiquer l'islam, ça veut dire qu'on ne peut pas avancer, ça veut dire qu'on doit accepter tout ça. Donc, il faut sortir de cette idée d'islamophobie. Pourquoi? Parce que, premièrement, l'islam est une religion, ce sont des idées. Et quelle que soit l'idée, Allah, on a le droit de la critiquer. Donc l'islamophobie, normalement, ne peut pas exister. Ce qui nourrit l'islamophobie, c'est le sentiment de victimisation. Je suis musulman, on me critique, c'est l'islamophobie. Donc il faut sortir de cette victimisation pour pouvoir d'abord accepter que l'islam peut être critiqué, comme toutes les religions, comme toutes les idées. Et voilà ce que j'ai à vous dire au sujet de ce Oui, Merci, madame. oui, Madame Adnani, je comprends que vous trouviez le terme islamophobie problématique. Évidemment, il y a plusieurs qui disent que le terme islamophobie est utilisé pour interdire la critique des religions. Moi, je suis d'accord avec vous. L'islam et toutes les autres religions, toutes les autres croyances du monde on devrait être capable de les critiquer toutes, d'exprimer toutes. Surtout donc, quand une religion administre toute la société. Là-dessus, je suis d'accord avec vous. Mais est-ce que vous ne reconnaissez pas, Madame Adnani, à travers l'islamophobie, en tout cas tel que je l'utilise le terme, est-ce que vous ne reconnaissez pas une certaine haine des musulmans, c'est-à-dire des personnes qui sont de foi ou de culture musulmane, voire originaires de pays où l'islam est la religion majoritaire, il peut même se trouver que les personnes en réalité qui sont critiquées, qui sont victimes d'un certain nombre de gestes, elles ne sont même pas croyantes. Est-ce que vous ne croyez pas qu'en France ou ailleurs, dans certains pays occidentaux, c'est la présence même de personnes qui sont issues d'une autre culture qui pose problème pour un certain nombre de personnes, un nombre grandissant avec la montée de l'extrême droite un peu partout en Europe. C'est de ça que je parlais. Je pense que l'IS aussi, c'est de ça qu'il parlait, et non pas le droit de critiquer l'islam comme religion, comme percept, comme recommandation, comme quelque chose, une idéologie qui essaie d'imposer notamment aux femmes des restrictions vestimentaires ou autres. Mais est-ce que vous ne partagez pas le fait qu'il y a une haine qui monte des musulmans, des personnes issues d'une culture musulmane en Occident? Ce que je constate, qu'il y a un discours aussi de la part des musulmans qui alimente la victimisation. Je pense que les musulmans doivent aussi sortir de cette victimisation, accepter la critique que leur religion, comme toutes les religions, peut être critiquée, et que s'ils sont critiqués, que peut-être ils sont critiquables, c'est bien aussi de se regarder soi-même dans la glace. Et je pense qu'il ne faut pas rentrer dans ce climat de victimisation. Il est néfaste pour les musulmans et pour les autres. Et je pense que beaucoup sont rentrés là-dedans. On m'aime pas, donc les gens, parce que je suis musulmane, ce n'est pas bon ce climat-là. Il faut le dépasser pour bien vivre avec l'autre. Je pense qu'à un moment donné, il faut sortir de ce climat. Et beaucoup, à travers les réseaux sociaux, nourrissent ce sentiment de victimisation qui est, comme je viens de le dire, très, très néfaste. Psychologiquement, socialement, humainement, sur tous les plans, il est très néfaste. Il détruit la personne avant de détruire les autres. Donc,
Vous ne reconnaissez pas qu'il y a un racisme anti-musulman en France, par exemple? Je ne reconnais pas un sentiment néfaste. Il faut sortir de ça, quelle que soit la situation, il faut être un peu en hauteur. Mhm, Il ne faut pas regarder ces choses-là. mhm. Il faut regarder ce que nous, on peut faire de positif pour nous-mêmes et pour la société. Et ben, l'autre, comme il me regarde, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Mhm. Lies? Alors, Madame Adnani, il y a un grand auteur qui a une belle plume sur le quotidien Le Monde, qui s'appelle Olivier Stevès. Il a fait une étude, justement, le rapport de la France par rapport à la laïcité. La France, c'est un pays très laïque, très laïque depuis la Révolution française, on va dire comme ça. Depuis la loi de 1905, c'est un pays très laïque. Et qu'est-ce qu'il a dit dans son étude? Alors, le rapport, je vais vous le lire, hein. Le rapport très particulier de la France à la laïcité, les polémiques récurrentes sur le voile musulman provoquent aussi le malaise chez certains. Il y a une vraie spécificité française sur cette question. Dans notre pays, une femme musulmane qui porte le voile est reléguée à la marge de la société. Il est notamment très difficile de trouver un emploi. Des femmes portant le hijab qui veulent travailler sont donc assez logiquement amenées à quitter la France. Finalement, c'est un auteur qui remonte un discours de vérité disant il y a des femmes qui portent le hijab. Moi, je n'ai pas un regard sur une femme qui le porte ou ne le porte pas. Je considère que les humains sont libres de disposer d'eux-mêmes. C'est comme ça, c'est comme la liberté. Voilà, je pars sur ce concept-là. Donc, si une femme, elle veut porter le hijab, qu'elle le porte, à condition, il ne faut pas que ce soit sous une contrainte. Mais la majorité, cette étude sur la majorité des femmes qui ont porté le hijab, hein, le voile, hein, je ne sais pas si c'est le voile intégral ou pas, en tout cas le voile, hein, c'est pour masquer les cheveux, et émané de leur propre volonté, mais sans aucune contrainte émanant ni de leur mari, ni de leurs frères, ni de leur famille. Mais malgré cela, elles sont encore stigmatisées, elles ne trouvent pas du travail, elles sont diplômées et elles sont obligées de quitter la France. Et c'est de la réalité. Est-ce que vous niez ce qui se passe en France? Vous niez cette vérité? Vous niez l'étude qui a été faite par un grand auteur quand même qui s'appelle Olivier Stevès. Il a l'habitude d'écrire et qui fait des études très sur la société. Est-ce que vous niez ou pas? C'est ça la réalité. Je n'aime Est-ce pas que vous les êtes hommes qui d'accord ce qu'il défendent. vient de dire? Voilà, on va dire comme ça. Ah ouais, mais je n'aime pas les hommes qui défendent le voile. Et pourquoi il ne le porte pas lui-même? Donc, Moi, je n'aime pas les hommes. Non, pas vous, Je vous remonte l'information. l'auteur du Monde, du journal Le Monde. Moi, je n'aime pas les hommes qui défendent le voile. Parce que le voile est une discrimination à l'égard de la femme, d'une part, et par rapport à l'homme. Et c'est une discrimination des femmes voilées, non voilées par rapport aux femmes voilées. Je vais vous donner un exemple. À l'université algérienne l'année dernière, il y a eu des campagnes pour inciter les filles à porter le voile. Et on mettait sur la tête des femmes et des filles qui ont accepté de le porter ce qu'ils ont appelé la couronne de la pudeur. C'est une discrimination à l'égard des autres femmes, comme quoi, parce que cela veut dire que les autres femmes ne sont pas pudiques. Et donc, moi, les hommes qui justifient le voile ou qui le défendent, je ne les défends pas. Il n'a pas défendu, madame. Non, madame Adnani, il n'a pas défendu le port de voile. Lui, il est en dehors de ça. Monsieur Stevès, c'est l'homme le plus laïque au monde. C'est pas, il remonte qu'il y a une certaine catégorie de Français de confession musulmane qui sont stigmatisés. C'est parce qu'elles portent le voile, tout simplement. Il n'a pas défendu le voile. On ne va pas lui porter la responsabilité que c'est un homme qui défend le voile. Moi, si je vous pose cette question, ça ne veut pas dire que je défends le voile, parce que je pose cette question remontant de la société, tout simplement. Je répète, je n'aime pas que les hommes qui défendent le voile, je n'apprécie pas.
parce qu'ils défendent une pratique très archaïque, très discriminatoire à l'égard de la femme. Primo. Deuxièmement, les gens qui disent que les femmes le portent librement, comment le savent-ils? Je vais vous donner juste l'exemple de Nietzsche, qui dit « On pense qu'on est libre quand on ne ressent plus nos chaînes ». Donc, beaucoup de femmes peuvent dire « Je le porte librement », mais quelle est la preuve qu'elle le porte librement? Quand on voit que la religion ou le discours religieux pratique de la pression sur l'individu. Donc, la pression qu'elle peut avoir à l'école, dans la rue, à la maison, à travers les réseaux, il y a plusieurs façons d'avoir de la pression. Troisièmement, même si elle le porte librement, il reste une pratique discriminatoire à l'égard de la femme, une pratique archaïque qui justifie même la violence à l'égard des femmes qui ne portent pas le voile. Vous le savez très bien, dans les sociétés musulmanes, une femme qui ne porte pas le voile, elle risque de la violence. Et cette pratique, elle déshumanise l'homme, elle le réduit en un corps qui a un instinct qu'il ne peut pas défendre et qu'il ne peut pas maîtriser. Donc moi, je ne défends pas le voile avec toutes ces atteintes à la dignité de la femme et à la dignité de l'homme. Donc normalement, nous sommes arrivés à une époque où nous devons sortir du voile et du discours du voile et de la justification du voile. Je vais vous dire une chose. Dans les sociétés musulmanes, l'homme, on ne lui apprend pas à être maître de lui-même. On lui dit, tu as un instinct que tu ne peux pas maîtriser. Si tu vois une femme, tu vois un peu ses cheveux ou un peu de sa jambe, tu ne peux rien faire d'autre que de l'agresser. Mais apprendre à l'homme qu'il n'est pas capable de maîtriser son instinct. L'instinct, il n'est pas que sexuel. Il y a l'instinct de la propriété, l'instinct du pouvoir. Donc, on apprend à cet homme finalement qu'il a un corps, qu'il a des instincts qu'il ne peut pas maîtriser. Comment peut-on avoir des individus qui sont capables de vivre en société convenablement? Donc, pour vous dire que le discours du voile, il a des conséquences très négatives, pas que sur la femme, sur l'homme, sur la société, sur la morale, sur les relations entre les individus. Donc, moi, je ne défends pas le voile. Et ceux qui le défendent, ce monsieur, je le respecte, je n'ai rien contre lui, mais je répète que je ne suis pas d'accord avec lui. Il peut défendre autre chose sans utiliser, je veux dire les musulmans s'il veut, mais sans défendre le voile à chaque fois. On a l'impression, dès qu'on parle de l'islam, il faut parler du voile. Il y a beaucoup d'autres choses sur lesquelles on peut parler. D'ailleurs, l'islam, il est réduit à certaines règles de la charia. Vous l'avez constaté. On ne parle plus de l'islam comme religion spirituelle. On ne parle plus de l'islam comme une vie spirituelle. On parle de l'islam comme règle, le voile, quelques règles dont le voile est toujours celui qui revient en premier lieu. Oui, j'ai une dernière question, Madame Adnani. Je vais utiliser votre conclusion dans votre réponse à l'IS. Vous dites, dès qu'on parle d'islam, on parle du voile, on parle des restrictions pour la femme. J'ai l'impression aussi en Occident, dans certains pays, je vais vous parler du Québec, que lorsqu'on parle de laïcité, on pense aussi au voile et aux signes religieux de l'islam. En 2019, il y a eu une loi qui s'appelle, vous êtes certainement au courant, la loi 21, la loi de la laïcité qui a été adoptée ici au Québec. On l'a appelé la loi de la laïcité, alors que le Québec continue de subventionner des écoles religieuses. En 2021, elles étaient 50 établissements parmi les 165 écoles privées que le gouvernement du Québec subventionne. 27 sont catholiques, 14 sont juives et 4 musulmanes seulement. Donc, dans le débat qu'il y a eu au Québec, on a beaucoup parlé de laïcité, de l'influence de la religion, etc. Mais le gouvernement du Québec n'a pas touché à ce financement-là. Donc, le financement qui est accordé
à hauteur de 60% à des écoles religieuses. Est-ce que c'est ça aussi la laïcité, Madame Adnani? J'ai pas saisi votre question. Oui, je dis, vous avez dit tout à l'heure que dès qu'on parle d'islam, au lieu de parler des valeurs spirituelles, etc., on parle du voile. J'ai retourné un peu la question pour vous dire qu'au Québec, je pense même en France, au Québec en tout cas, on a parlé pendant plusieurs années de laïcité, et ensuite on a adopté une loi qu'on a appelée la loi de laïcité qui régit le port des signes religieux, et ce qui faisait débat, c'était surtout le voile et le foulard islamique. Dans certains métiers qu'on juge coercitifs, par exemple les policiers, les juges, les gendarmes, etc. Donc on a nommé cette loi 21 loi de la laïcité, alors qu'en même temps, malgré les revendications de plusieurs collectifs, comités, partis politiques ici, interdire le financement des écoles religieuses, on l'a pas fait. Il y a encore une cinquantaine d'écoles religieuses qui sont financées à hauteur de 60% par les fonds publics. Est-ce que c'est ça la laïcité, Madame Adnani? Je ne connais pas la loi du pays du Québec pour pouvoir vous dire pourquoi les écoles sont encore financées par un financement public. Je ne vois pas comment je peux répondre à cette question. Il faut voir la loi du pays et qu'est-ce qu'elle permet, qu'est-ce qu'elle permet pas. C'est ce que je vous dis. Il y a un monsieur qui dit, rajoute le crucifix à l'Assemblée nationale. Celui-là, il a été retiré à plusieurs débats, mais les écoles religieuses, elles continuent d'être subventionnées à 60% par les fonds publics. Il faut voir les textes de loi, ce qu'ils permettent ou... Enfin, je ne peux pas répondre à cette question. Très bien. Je ne sais pas, Lies, est-ce que tu as une dernière question avant de clore l'émission? La dernière question, il y a des personnes qui veulent nous faire croire un conflit entre la civilisation musulmane et occidentale. J'ai dû entendre que certains spécialistes disent que non, c'est faux, faut pas s'engouffrer là-dedans, parce que ça dessert la société, ça dessert aussi le vivre ensemble. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas, Madame Adnani? Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Désolée, j'ai pas suivi. Il y a certaines voix ou certains hommes politiques qui veulent faire passer le message, nous faire croire qu'il y a un conflit civilisationnel entre la civilisation musulmane et la civilisation occidentale. Et du coup, est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce que il y a d'autres, ils nous disent attention, faites attention, faut pas qu'on s'enlise là-dedans. C'est parce que ça risque de desservir le vivre ensemble, et puis et ça risque aussi de porter atteinte à la cohésion nationale, comme en France par exemple, tout simplement. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? La réalité, c'est qu'il y a une différence. Êtes en France, hein, donc, la réalité, c'est qu'il y a une différence. Entre le rapport que l'Occident a par rapport aux valeurs, l'égalité par exemple entre les hommes et les femmes, le rapport qu'ils ont à la religion, à la loi, le regard aussi qu'on porte sur l'autre, et le rapport des musulmans à la religion, aux valeurs, à l'égalité. Il faut savoir que dans le monde musulman aujourd'hui, de moins en moins, on parle d'égalité. On pose la question d'égalité. C'est devenu un tabou. Pour vous dire à quel point le discours religieux et conservateur a mis la main mise sur la société et sur l'esprit des gens. Donc, on a des rapports qui sont différents par rapport à ce que je viens de citer. Les valeurs, la religion, la loi et le rapport à l'autre. Les sociétés musulmanes ont entamé, entre le 19e et la première moitié du 20e siècle, un processus de modernisation qui était très intéressant, qu'on appelle la Nahda. Mais la Nahda a connu un échec vers les années 1950.
les sociétés musulmanes, non seulement ont mis en échec la Nahda, et évidemment je parle des conservateurs, mais aussi elles ont entamé un retour en arrière par rapport aux acquis de la Nahda. Autrement dit, elles ont commencé à renoncer aux acquis de la Nahda. Donc, si on prend les images des sociétés musulmanes des années 50, 30, 60, aujourd'hui, beaucoup restent étonnés devant le niveau, comment on voit les images de l'époque par rapport à celles d'aujourd'hui. Donc, pour dire que non seulement il y a un décalage dans le rapport qu'on a à ces valeurs et qu'on a le regard qu'on a sur la religion, etc., ce que je viens de le dire, mais de plus en plus, il y a un retour en arrière qui continue, et cela depuis 1970. Évidemment, plus le recul des musulmans vers les traditions s'accentue, plus l'écart entre eux et la société ou la civilisation occidentale s'accentue. Et s'ils vivent en Occident, et s'ils veulent vivre dans leur tradition, comme c'est le cas dans les pays musulmans, eh bien, évidemment, il y aura des conflits. Les conflits, dans ce cas-là, seront inévitables. Donc, et moi, pour moi, je dis que les musulmans doivent sortir de ce conservatisme. Et cela doit commencer par un travail dans le domaine de l'islam pour voir comment on peut changer l'islam de l'intérieur, c'est-à-dire le réformer, pour que les musulmans puissent vivre leur époque actuelle avec harmonie et affronter l'avenir. Aujourd'hui, de plus en plus, les musulmans vivent les pieds dans le présent, le regard et les yeux au 7e siècle. Donc, il y a cette forme de déchirement entre le présent et le passé, entre un présent auquel ils appartiennent et un passé auquel ils pensent devoir appartenir. Est-ce que vous arrivez à imaginer à quel point c'est difficile sur le plan psychologique? Donc, quand je dis qu'il faut reconnaître les problèmes pour pouvoir les régler, il faut les reconnaître pour pouvoir les régler parce que c'est dans l'intérêt des musulmans et des sociétés musulmanes avant tout. Merci. Merci beaucoup, Madame Adnani. Ça a été un plaisir de pouvoir échanger avec vous. J'espère que vous reviendrez sur d'autres thématiques comme celle que vous suggérez, réformer l'islam ou réformer les lectures qu'on fait de l'islam pour les adapter donc à l'époque dans laquelle on vit. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot avant de clore cette émission. C'était un plaisir. Et voilà. Merci beaucoup. Merci Lies, merci aux internautes qui nous ont suivis. N'hésitez pas donc à partager le fil de cette émission, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook. Au plaisir de vous retrouver une autre fois. Bonne soirée, Madame Adnani. Bonsoir, Lies. Bonne soirée. Au revoir, Madame Adnani. Au revoir, Alain. Au revoir, monsieur. Au revoir.